Salut. Alors aujourd'hui je vais faire un tour de plaine pour voir un petit peu où en sont les cultures, notamment blé, colza. Et puis c'est tout. Il n'y a que ça en fait. Là tu vois, je viens de m'arrêter. Il y a quelques chevreuils dans le champ. Alors, il y en a 4 debout et il y en a un qui est couché en fait. Une première parcelle de blé précédent colza. On peut en voir d'ailleurs des restants de colza ici et là. Alors ils sont esquintés, c'est normal parce que j'ai pu faire un désherbant dans ce champ là et j'avais traité aussi les colzas. Voilà. Le blé est quand même pas si vilain là. Il n'y a pas besoin d'aller spécialement très loin. Il est au stade normal par rapport à la saison qu'on est. Hein. Bon, là c'est toujours un petit peu plus épais ici, c'est normal parce que c'est à peu près dans cette zone là où je relève le semoir, donc tu as tout le temps des grains qui tombent en plus là. Et ensuite je termine toujours par ce passage là parce que c'est lui qui va me dessiner mon passage de traitement là. J'ai pas mal de taupinières là dans ce rond, je sais pas pourquoi. Enfin ça fait rien. Bon, en attendant, le blé est quand même plutôt propre. Ça fait partie du blé. Alors on verra que cette parcelle là de blé. Enfin non, on va en voir deux, mais on va voir que celle-ci dans les blés qui ont été semés avant le début de toutes ces pluies d'automne et de début d'hiver. En fait, j'avais réussi quasiment à semer tout mon blé avant qu'il se mette à pleuvoir, donc en octobre là, sauf 14 hectares. Donc eux ont été semés très tard et on va y aller là. Ok, donc là on arrive dans l'autre, dans la parcelle de blé où il me restait justement à semer le blé. Donc jusque là, ça a été fait avant les pluies encore. Bon, j'avais terminé les quelques derniers tours là. Je me prenais une averse ou deux de temps en temps. En fait, je m'en souviens parce que on était en train de s'envoyer des messages avec David de Chaîne Agricole. On s'envoyait des messages en prenant des photos parce que on avait des nuages qui arrivaient avec de la flotte et tout. Puis c'était en vrai, on jouait à celui qui allait se faire sortir en premier du champ par la flotte, quoi. Alors ce jour-là, c'est moi qui ai gagné. J'ai réussi à rester plus longtemps dans le champ. Sauf que David, lui, a réussi quelques jours après à terminer de semer, alors que moi, ça n'a pas du tout été le cas. Puisque ça a été semé, je crois, jusqu'au 20 octobre. Et le reste là, tout ça, ça a été semé au mois de décembre. Il pleut tout le temps. Alors ça a été fait pas spécialement toujours en très bonnes conditions. On peut voir peut-être de temps en temps les passages de roue du tracteur. Bon, il y a du blé qui pousse dedans quand même. Il est clair et net que ici le rendement est impacté, hein, bien sûr. Mais voilà, j'ai pu semer, c'est l'essentiel. Et même on peut avoir aussi une différence entre ce qui est là et puis la chinte qui est là. Alors ça lève, mais ça a été semé encore plus tard que là, à droite. Donc ça lève aussi. Mais c'est pas encore franc, hein. Mais voilà, si avec la GoPro, je sais pas ce qu'on peut voir, moi, mais je peux commencer moi à voir que le blé rayonne et puis qu'il y en a un petit peu partout à droite à gauche. Et ça a été semé après, quand j'ai fait ma vidéo de semis de blé là et que je dis que j'abandonne, j'en ai marre, machin. La chinte là, elle n'était pas semée encore. J'étais en train de semer, c'est cette partie là. Et ce qui s'est passé, je me mets comme ça à cause du vent. Ce qui s'est passé, c'est que au moment où je filmais la vidéo, je ne le savais pas encore, mais après j'ai pu avoir un créneau sur du gel pour semer et j'ai terminé comme ça sur le gel. Et il me fallait juste quelques heures et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Donc j'ai quand même terminé ma parcelle. J'avais de l'orge d'hiver, elle n'a pas été semée, elle s'est restée dans les sacs. J'ai encore mes pois d'hiver à semer et aujourd'hui on est le 23 décembre.
On va voir, mais là il a encore plu cette nuit. Alors il pleut un peu toutes les nuits en ce moment. Alors, pas grand chose, des fois c'est 3 mm, des fois c'est 1 mm. Mais même s'il pleut 1 mm, c'est un de trop. Fait que en vrai je suis même pas sûr de pouvoir semer les pois, quoi. Pour l'orge, il y en avait 7 hectares 80 à quelque chose près, dans 2 parcelles différentes. Et une toute petite et puis une de 6 quelques. Et je vais le remplacer par du sorgho. Alors j'en avais déjà fait une année du sorgho. Et je vais en refaire parce que comme c'est une culture que j'ai déjà fait, je me dis que bon, je connais un petit peu, et justement d'ailleurs que je connais un petit peu, et bien cette fois-ci je vais m'y prendre un peu différemment, notamment pour le semis. Je vais quand même le semer en céréales, c'est pas ça, mais je vais pas semer dans les mêmes dates pour essayer que ça soit un peu plus sec. Si jamais on a un début d'automne couvert avec des cultures qui sèchent plus, quoi. Voilà. Et pour les pois, il y en a 13 hectares et là je sais pas encore. Je garde l'espoir de les semer dans les jours là, peut-être entre Noël et le 1er de l'an là. Mais si au 1er de l'an j'ai pas semé les pois, après c'est terminé, j'abandonne. Là si au 1er de l'an les pois sont pas semés, je les ferai pas. Et tant pis, je ferai autre chose. Est-ce que j'agrandirai un peu le tournesol? Pourquoi pas, après tout. Mais voilà, sinon les pois je les laisserai tomber. Et maintenant on va aller voir les colzas. Ok, me voilà arrivé dans la parcelle de colza. Alors je me suis arrêté dans cette parcelle là exprès parce que je veux te faire voir quelque chose. J'ai d'autres parcelles de colza qui sont très belles, ça n'a rien à voir avec ça d'ailleurs. Les autres parcelles de colza, tu vois plus du tout la terre, ils sont bien plus hauts. Et ils sont pas du tout faits comme ça. Mais si je me suis arrêté dans celle-là, je l'ai fait exprès. C'est parce que je veux te faire voir. Ici, j'ai une mouillère et un peu plus loin, tu vois un autre rond un peu sombre là-bas. Et puis là, tu vois, elle est en 2 parties. C'est des zones qui sont humides. D'ailleurs, ça se voit bien là, tu vois. Tu as le colza derrière qui est bien vert, un peu devant aussi. Puis là, tu as vu, ça tire au violet un peu. Puis après, ça vient là comme ça là. Bon, ça, c'est les zones où il y a eu de l'excès d'eau. Alors, dans ce champ-là, je suis pas vraiment sûr qu'il y ait eu vraiment des flaques d'eau et que le colza a baigné dans l'eau, mais il y a eu de l'excès d'eau quand même. Voilà. Alors, si jamais ça voulait s'arrêter de pleuvoir là tout de suite, ou alors, enfin, s'arrêter de pleuvoir, qu'il se mette à pleuvoir, mais modérément, quoi, enfin, comme un hiver normal, ce serait pas très grave et le colza arriverait à compenser. Parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est que le colza, surtout, il a arrêté de se développer, donc il n'a pas développé vraiment ses feuilles et tout. C'est pas vraiment un problème, le colza arrive très bien à se rattraper plus tard, contrairement à d'autres cultures. Donc c'est pas un souci. Si on peut regarder, j'avais regardé une fois, et puis je lui avais demandé aussi à Perkins, c'est un copain qui est polonais. Il est agriculteur en Pologne, à la limite, à la frontière de l'Ukraine. Et il fait du colza, entre autres, il est youtubeur aussi, il a quasiment 100 000 abonnés. Il fait du colza, et lui, en hiver, des fois, il se tape du moins 30 degrés, quoi. Et ces colzas, ils sont, à la sortie d'hiver, il reste plus que le trognon et un tout petit point vert au milieu, tu vois, alors qu'ils étaient vraiment luxuriants en entrée d'hiver. Et ben c'est pas grave, il fait quand même du 40-45 quintaux par certaines années, alors qu'il s'est tapé un hiver extrême. Parce que le colza, voilà, c'est une plante qui est très résistante et qui compense largement. Alors je peux marcher dans mon champ, même que c'est une mouillère ici, tu vois, ça colle même pas aux chaussures. Hein. Alors j'ai plein de bêtes qui sont venues. Ça c'est très ancien, là c'est beaucoup plus récent déjà, enfin ça a plusieurs jours ça quand même, mais tu vois, comparé avec là. En même temps, là c'est le début de la forêt domaniale, partout là. Donc c'est normal qu'il y ait des bêtes. Regarde, là on arrive dans une zone un peu plus saine, tu vois que les colzas ont déjà une autre gueule. Alors on voit toujours un petit peu la terre à travers, mais ce que je veux dire c'est que, enfin ça se voit, ils n'ont pas du tout la même gueule. Ça tire pas du tout au violet, ils ont beaucoup plus de feuilles et tout, ils sont plus beaux. Quelques feuilles en train de mourir en bas,
celles qui sont jaunes. C'est pas grave, hein, c'est normal. Le colza fait ça tous les ans. Ces feuilles qui meurent là et qui sont en train de se décomposer pour la plupart, elles vont servir de nourriture au colza au printemps. Puisque ça va se décomposer, avec les pluies, ça va descendre dans le sol et les racines vont le reprendre. Ça marche de la même manière que les cotylédons. Par exemple, le tournesol, quand il pousse, il a 2 cotylédons, c'est pas des vraies feuilles. Et ensuite, il pousse, il fait ses vraies feuilles. Les cotylédons meurent et tombent par terre. Et le tournesol, ça servira de nutrition au tournesol plus tard. Alors ça fait pas tout, hein, mais ça fait déjà un peu. Bon, ben écoute, voilà, j'ai fait le tour de mes... de mes 2 cultures, hein, en fait, qui sont en place. On peut éventuellement aller faire... Je peux aller faire une image ou deux du couvert végétal qui est toujours en place. Et puis ça sera bon. Alors si, juste un truc quand même dans les colzas. Une parcelle ici très saine, hein, sans mouillère, rien du tout. Dans cette parcelle-là, j'avais eu un souci. Pas longtemps après la levée du colza, en fait, si tu veux, dans cette parcelle-là, le précédent c'est un blé, et l'anté-précédent, donc encore avant, c'était du tournesol. Tournesol qui avait été très sale, notamment de kénopodes. Et évidemment, ces kénopodes ont grainé, bien entendu. Fait que ça s'est bien passé dans le blé, et là dans le colza ils se sont mis à germer ces graines là de kénopodes, et donc ces taches marron là de plantes cramées, tu vois, il y en a un peu il y a un rond marron là, et puis juste ici là devant il y a un petit peu de marron là. Ça se tenait ici en fait. La parcelle fait 8 hectares 50 là, donc elle s'en va vers là-bas jusqu'aux arbres qu'on voit au fond. Le reste c'est bon, mais ça se tenait ici. Et là, j'avais désherbé les kénopodes dans cette parcelle-là. Je ne sais plus avec quel produit, peut-être du Mozart, je me souviens plus. Ouais, ça doit être ça. Enfin bon, on s'en fout. Et alors qu'en fait, le kénopode, c'est une plante qui meurt l'hiver. Et des fois, ça peut paraître judicieux, quand les kénopodes sont petits, d'attendre un peu, puis le froid va les tuer tout seul, pas besoin de traiter. Sauf que moi, là, ça commençait à faire des petits tapis de kénopodes. Et tu as remarqué, les ronds marrons, il n'y a pas de colza dedans. Et en fait, ils étaient en train de tuer les colzas en les étouffant. C'est pour ça que j'ai traité. À savoir que je ne traite pas tous les ans pour les kénopodes. La plupart du temps, ça se passe tout seul. Et il n'y a pas besoin de faire de désherbage. Mais cette année, ici, ben, j'ai été dans l'obligation de le faire. Voilà. Les années se suivent et ne se ressemblent pas, évidemment. Voilà, ça fait partie des choses dans les colzas. Tu peux être 10 ans sans le faire, et puis une année, ben, il faut absolument traiter cette plante-là, ben, parce que c'est comme ça. Et là, c'était vraiment en train de bouffer les colzas, quoi. Mais bon, alors là, les colzas ben, qui sont morts étouffés par les kénopodes, eux, ils repousseront jamais, hein, de toute façon, donc ça va rester des trous ben, jusqu'à la récolte. Alors, les trous les plus petits, j'imagine que les colzas vont prendre un peu la place, les colzas autour vont se développer un peu plus, mais les trous un peu plus grands, ben, ça fera voilà, des petites zones comme ça, toutes petites, où il n'y aura pas vraiment de colza ici, où ça sera, ou alors plus clair, quoi. Me voilà arrivé dans le couvert. Donc on peut remarquer encore qu'il y a encore tout ça, l'avoine rude. Alors il y a des feuilles qui commencent à devenir vraiment... alors ça se voit peut-être pas très bien comme ça, mais il y en a quand même pas mal. Parce que c'est pas une plante d'hiver, et puis elle commence à souffrir un peu. On peut s'apercevoir de... Hop, cette plante là aussi. Bon, je me rappelle plus exactement toutes les plantes qu'il y avait dedans. Il y a du raiegras aussi, hein, bien entendu. Mais en vrai, le raiegras... il n'y en a pas, finalement, pas tant que ça. Alors là, c'est la différence avec le couvert, le couvert que j'avais pris chez Centre-Ouest Céréales, donc ma coopérative. Et ça, c'est le couvert qui m'avait été offert par l'association de chasse de la commune. On peut voir qu'il y avait des tournesols dedans. Les tournesols, ils ont pris cher, hein. Première gelée, ils sont devenus tout noirs. Enfin, c'est normal, hein. Et puis voilà. Finalement, quand on regarde comme ça, alors tu vois, il y a un peu de raiegras par terre, machin, mais
En vrai, il était bien plus fourni que ça, hein. C'était un bon couvert aussi, hein, j'ai trouvé, tout le temps qu'il s'est développé. Peut-être beaucoup plus de plantes ici, sensibles au froid, ce qui fait qu'il n'y a presque plus rien maintenant, plus que des vestiges, si on veut le dire comme ça. Mais en vrai, quand on le regarde comme ça, là, d'une manière globale, pas à un point particulier, il n'y a pas tant de mauvaises herbes que ça, ou alors qu'il y en a, elles sont pas très grandes. Donc ça me convient pour l'instant. À mon avis, ça va en pousser un peu. J'ai pas le droit de le détruire avant le 15 janvier, parce que ça, c'est un couvert qui est fait pour la faune sauvage. Voilà, pour que les bêtes puissent se planquer dedans, machin, tout ça. Bon, après, là, ils se planquent plus vraiment, donc à la rigueur, ils peuvent aller dans l'autre, ils ont le droit, hein. Celui-ci, j'avais le droit de le détruire à partir du 15 novembre, à condition d'avoir été un certain nombre, 3 mois en terre. Tiens, mais arrête donc. Ça, c'est un trou de mulot, ça. Tu vois, il a commencé à faire une galerie. Là, c'est des crottes partout, là. D'ailleurs, il y a des petites bêtes qui sont en train de bouffer les crottes. Et puis, voilà. En vrai, je m'en fous qu'il y ait des mulots. Alors, c'est nuisible, hein, les mulots dans des cultures. Là, tout de suite, je m'en fous parce que cette parcelle va être labourée. Il y aura des tournesols. Les tournesols reviennent pas si souvent que ça dans ma rotation au niveau des parcelles. Alors j'ai du tournesol tous les ans, hein, mais si tu veux, comme ça tourne et que j'ai pas non plus une grande surface de tournesol, finalement cette culture là ne revient pas très souvent dans la même parcelle. Des fois il peut y être 6-7 ans, hein, sans tournesol. Fait que moi je laboure toujours devant les tournesols. Là où il va y avoir des tournesols, je laboure. Et ce qui fait que je fais un labour à peu près tous les 4, 5 ou 6 ans, à quelque chose près. Et donc ça va être labouré. C'est pour ça que les mulots, là tout de suite je m'en fous. Pour l'instant c'est pas mon... Je les laisse tranquilles. Et puis vu que c'est un couvert pour la faune sauvage, alors je pense pas qu'il y ait beaucoup de renards, parce que les renards ça vit pas en plein milieu de champ comme ça. N'empêche que si les mulots sont là, peut-être que les renards vont venir manger des mulots là, vont venir rater comme on dit, ici, plutôt que d'aller chercher des poules dans les villages. Enfin voilà, allez, ben tu sais pas, moi j'en ai terminé là pour aujourd'hui, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!